Bonsoir à tous, vous êtes sur NATV, il est 19h et comme tous les soirs du lundi au vendredi à 19h, c'est évidemment un actu pour décortiquer autrement l'actualité de Nouvelle-Aquitaine ce soir. Émission particulière, émission spéciale consacrée à Movember qui touche à sa fin. On va recevoir Cyril Benzaken, champion du monde de kickboxing à de multiples reprises, mais également porte-parole et ambassadeur du mouvement Movember. Nous aurons également avec nous l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard, mais également Noélie Michalet qui eh bien, nous parlera du suicide et de la dépression chez les hommes. N'actu, l'émission qui se laisse encore quelques jours pousser la moustache pour lever les tabous. C'est parti. Et notre premier invité est l'un des sportifs français les plus titrés, un homme aux multiples talents et aux multiples facettes, puisqu'il est à la fois kickboxer, mais également entrepreneur ou encore mannequin. Il met sa notoriété au service de nombreuses causes, dont Movember. Il est porte-parole de Movember et ambassadeur sportif. C'est Cyril Benzaken qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir dans l'émission. Bonsoir Cyril. Bonsoir, bonsoir. Cyril, déjà, qu'est-ce qui se passe? La barbe a poussé trop vite ou c'est la fin du mois et du coup on arrête la moustache? Et exactement, je fais partie des barbes un peu fournies et du coup, bah, ça a poussé trop vite et on voit plus vraiment le liseré qui sépare ma barbe et ma moustache. Pourtant, il y avait bien une moustache encore il y a quelques jours. Bon, il faut m'envoyer deux, trois poils de barbe pour le dessus de mon crâne. Si ça pousse aussi vite, ça m'arrangera, Cyril. En revanche, comme vous pouvez le voir, j'ai le t-shirt Move. Le t-shirt Movember, puisque Cyril, on l'a dit, est porte-parole du mouvement Movember. On l'a évoqué évidemment à de multiples reprises dans cette émission, mais c'est la première fois qu'on a un ambassadeur sportif. Cyril, est-ce qu'on peut rappeler depuis quand vous êtes porte-parole, ambassadeur de Movember et comment l'aventure exactement a commencé? Alors écoutez, je suis porte-parole du mouvement Movember depuis 2018. Et l'aventure, en fait, elle a tout simplement commencé lorsque j'ai été approché par les filles qui s'occupent du plan de communication du mouvement Movember en France et elles m'ont sensibilisé sur la cause. Alors, je connaissais de nom et de loin Movember. Pour moi, c'était la moustache qu'on se laissait pousser au mois de novembre, mais ça ne signifiait pas vraiment plus. Et quand elles m'ont expliqué vraiment les causes et surtout ce que défendait Movember et comment au travers d'un parcours d'athlète on partageait les mêmes valeurs, et ben, je me suis bien évidemment porté volontaire et je suis très heureux de représenter Movember aujourd'hui et depuis 4 ans, pour la Depuis cinquième 4 année. ans, vous avez sûrement constaté comme nous, Cyril, une évolution très positive de ce mouvement en France, puisqu'on le sait, c'est un mouvement qui avait déjà pris pas mal d'ampleur à l'étranger. Mais en France, on a l'impression que chaque année, c'est de plus en plus suivi. On voit de plus en plus de moustaches. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté une libération de la parole et une augmentation du nombre de participants à Movember? Tout à fait. Alors, on voit de plus en plus de moustaches dans Paris. Donc, j'imagine qu'il y a de plus en plus d'institutions qui en parlent, notamment les barbiers qui sont les premiers. Et il faut dire que parallèlement, la démocratisation d'aller chez un barbier a joué aussi son rôle. Et du coup, comme ils sont pour beaucoup partenaires de ce mouvement, et ben, ça fait connaître Movember au travers de la moustache. Les hommes s'y intéressent, comprennent qu'est-ce qu'on soutient quand on fait des dons pour l'association et du coup ça fait progresser bien la recherche et surtout les personnes qui sont les plus touchées par les différentes causes que soutient Movember et qu'on abordera j'imagine dans les prochains instants. Exactement, vous êtes multiple champion du monde de kickboxing, on le rappelle. Est-ce que à l'étranger, c'est toujours aussi suivi quand vous voyagez, Cyril? Est-ce que vous avez des moyens de comparaison possibles? On sait qu'aux États-Unis et au Canada notamment, c'est un mouvement qui est très suivi. Alors effectivement ce sont des mouvements très suivis de l'autre côté de l'océan et surtout au Canada. Après, moi, via le prisme de mon sport, c'est pas particulièrement
on va dire, touchées, mais il y a quand même de plus en plus de personnalités, d'athlètes qui soutiennent le mouvement et d'autres collègues qui le font aussi. Et on rappelle évidemment que Movember permet de lever les tabous dans le monde sur notamment les différents cancers qui touchent les hommes, la prostate, le cancer des testicules également. Deux thèmes très importants, on en a parlé récemment avec Noélie Michalet, la dépression et le suicide chez l'homme qui sont toujours des sujets malheureusement tabous. Récemment, nous en Nouvelle-Aquitaine, on a vu Philippe Sella, un grand champion de rugby qui publiquement a pris la parole concernant son cancer. On a vu concernant la dépression et le suicide, Noélie Michalet dans cette émission, Mathieu Bastaro parlait de la dépression. C'est important, je suppose, que des personnalités du sport comme vous, Cyril, prennent la parole pour montrer l'exemple et lever ces tabous. Oui, tout à fait. Et en fait, bah, dans ce sens, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même une libération de la parole chez beaucoup d'athlètes. Et c'est vraiment une bonne chose parce qu'on avait tendance à un peu positionner le champion comme un super-héros qui s'autorisait pas en tout cas à aller mal. Et comme un champion, c'est avant tout un homme, et ben, comme tous les hommes, ben, il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Et le fait bah, quand on est en dépression, qu'on va mal ou qu'on est touché par une maladie et du coup forcément ça a un impact psychologique, et ben d'en parler, et ben ça permet de ramener un peu d'humanité et de montrer à toutes les personnes qui sont dans la même situation qu'elles ne sont pas seules, qu'elles aussi elles sont entendues quelque part, et ça les encourage ben, à en parler, à aller voir des professionnels et surtout à s'entourer pour aller mieux. D'ailleurs, Movember, en fait, a développé un outil assez remarquable, assez simple en fait finalement, mais qu'on oublie de faire. Alors c'est la méthode ALEC, qui est en fait simplement un moyen d'être à l'écoute de ses amis avec un dispositif de questions qui vous permettent de vraiment prendre la température de votre entourage et du coup de mesurer si oui ou non ben, les gens vont bien ou peuvent aller mieux, quoi. Et c'est vrai que c'est là où c'est très compliqué, puisqu'on l'a vu lors de l'interview avec Noélie Michalet, on rappelle qu'il a perdu son mari, rugbyman professionnel, qui s'est suicidé alors qu'il n'y avait pas spécialement de signes avant-coureurs. Dans votre milieu, Cyril, c'est vrai que c'est un milieu très viril, c'est un milieu aussi où ce sont des duels d'un homme face à un autre homme, et quand il y a des fêtes, c'est vrai que ça peut amener une période de dépression. Je suppose qu'à ce titre-là, même si vous, c'est rare que vous perdiez, c'est d'autant plus important de faire passer les messages parce que des combattants vont avoir tendance à se renfermer sur eux-mêmes et pas forcément dans ce milieu-là à se confier. Parfaitement, parfaitement. Et pour anecdote, j'ai le souvenir de combats que j'ai perdus dans le passé et où c'est vrai que quand on perd un combat, on se sent vraiment agressé et au-delà du sport, en fait, on se sent en fait, je saurais pas trouver les mots exacts, mais comme en tout cas c'est quelque chose d'assez fort et d'assez traumatisant d'un point de vue plus psychologique que physique. Hein, je parle pas des échanges de coups. Et en fait, on a tendance bah, à se renfermer sur soi, à perdre sa dignité un petit peu parce qu'on on perd son estime de soi, qui est finalement le plus important. Et c'est vrai que ben, le fait de pouvoir la retravailler, alors moi personnellement, j'ai travaillé avec des coachs mentaux, avec des psychologues du sport, etc. Bah, c'est un plus et j'encourage vraiment ben, et les différents athlètes des différents sports, que ce soit des sports individuels, des sports de combat ou des sports collectifs, eh bien, à pas hésiter à travailler sur ce levier parce que on a tendance à penser que la performance sportive, elle naît de l'entraînement, mais pour moi, la performance, elle naît de trois leviers, c'est-à-dire le physique, le mental et l'émotionnel. Et pour que les trois soient accordés, eh bien, il faut s'écouter, il faut ne pas hésiter à s'entourer de professionnels pour progresser comme on s'entoure de professionnels en entraînement. À titre personnel, Cyril, le fait de multiplier
les facettes. On le sait, vous êtes entrepreneur en plus d'être champion de kickboxing. Vous êtes également mannequin, vous êtes ambassadeur. On a vu aussi récemment que vous étiez intervenu lors de la journée du droit des femmes. Ça permet aussi ça d'un côté de se sentir utile, mais aussi de s'échapper, de penser à autre chose. Oui, parfaitement. En fait, bah, vous savez, on pense souvent que qu'on rend service quand on va au contact de personnes qui traversent des difficultés, des personnes qui sont touchées par des handicaps, des femmes qui ont été battues, des personnes malades, etc. Mais en fait, vous savez, on apprend énormément nous-mêmes en allant en fait au contact de ces gens parce que ce sont des gens tellement riches d'expérience par rapport à la dureté de leur quotidien qui nous nourrissent et qui finalement nous font du bien. Donc c'est un échange qui est vraiment dans les deux sens. Et c'est vrai que ça fait du bien de se sentir utile, de recevoir aussi cette humanité qu'ils nous transmettent. Et ça donne envie d'en retransmettre derrière à d'autres. On rappelle aussi que dans votre rôle de porte-parole que vous prenez très à cœur, Cyril, vous avez régulièrement lancé des défis à vos followers. Comme on dit, vous avez, lors des 4 dernières années, imaginé quelques défis sympas. Est-ce que cette année, il y en avait un en particulier? Alors cette année, on n'a pas mis en place de défis malheureusement, mais c'est vrai que les défis sportifs font vraiment partie intégrante du mouvement, tout simplement parce qu'on considère que créer du mouvement, créer de la dynamique, créer de l'activité physique plutôt que du sport d'ailleurs, ça permet d'être mieux dans sa tête et comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête, un esprit sain dans un corps sain. C'est une maxime qui s'avère être vraie et du coup on incite vraiment ma communauté, les différentes personnes à pratiquer une activité physique pour se sentir mieux et du coup éviter les troubles de santé mentale. Et parmi les activités physiques, n'hésitez pas également, même si paradoxalement ces derniers temps il y a eu des messages concernant le mois sans sexe, mais on le sait, parmi les activités physiques, il faut aussi pratiquer des activités sexuelles, Cyril, puisque ça diminue les Et risques de oui, cancer de la prostate. alors je suis bien content de ne pas avoir entendu parler de ce mois sans sexe, vous savez, alors ça, tant mieux pour moi, j'étais pas au courant. Et effectivement, pour revenir sur un sujet sérieux, même si c'est léger, il y a effectivement des statistiques qui démontrent vraiment que un certain nombre d'éjaculations par semaine, en fait, protège et préserve comment dire, le dérèglement de la prostate et donc évite d'avoir un cancer de la prostate. Donc, on encourage à l'activité sexuelle. En plus, si vous y mêlez d'activité physique, ça vous fait travailler sur tous les leviers. On fait la planche après, après Ouais. avoir pratiqué une activité sexuelle. On rappelle évidemment qu'il reste quelques jours. Maintenant, ça va se compter même en heures. Puis on va progresser dans ce mois de novembre. Mais les moustaches vont bientôt tomber. Mais on rappelle que lever les tabous, c'est un travail de longue haleine et de toute l'année, hein. Cyril, d'ailleurs, on peut encore participer. C'est très bien fait. Vous allez sur le site de Movember. Vous pouvez encore organiser des événements, faire un don. Tout cela est très facile et très ludique. Cyril, c'est vraiment un combat de chaque instant, hein. C'est pas uniquement lors du mois de novembre. Bien sûr, c'est pas uniquement au mois de novembre. Tout ne se règle pas en un mois. On va dire que là, c'est l'automne et on travaille pour le reste de l'année. Mais en fait, ce qui est vraiment important de dire dans Movember, au-delà des cancers, si vous voulez, une cause à laquelle je me suis intéressé et qui le sport de haut niveau aussi m'a sensibilisé, c'est vraiment les troubles mentaux parce que vous savez, chez les populations qui se suicident, vous n'avez que 25% de femmes contre 75% d'hommes, environ, à peu près. Pourquoi? Parce que les hommes, en fait, sont plus pudiques, plus introvertis peut-être dans leur développement personnel et ont plus de mal, en fait, à parler de leur,
de leurs problèmes émotionnels, de leurs soucis, parce ils ont tendance à vouloir dire que tout va bien. Et du coup, ben, ça ajouté, au bout d'un moment, sur la longue, c'est cette accumulation de stress, et ben, ça crée des mal-être parfois si violents que ben, la seule solution que certains trouvent, eh bien, c'est le suicide. Donc, il faut vraiment encourager eh bien, les hommes à libérer leurs paroles, à discuter entre potes, à discuter avec leurs copines, à discuter avec peu importe, mais à ouvrir le dialogue. C'est de la fameuse méthode ALEC dont je vous parlais au début. Et c'est vrai comment dire, que voilà, c'est un des angles de Movember qui, depuis le Covid, s'est accentué sur ce travail-là. Et j'espère eh bien que ces chiffres eh bien, diminueront et que les hommes libéreront de plus en plus la parole. Et voilà. Et en tout cas, vous faites partie de ceux qui permettent de lever les tabous et de libérer la parole. N'hésitez pas, hein, vous voyez quelqu'un avec une moustache inhabituelle. C'est aussi pour ça que Movember a lancé cette moustache aussi pour poser des questions et engager une discussion. Et c'est vrai que c'est très important. J'en parlais tout à l'heure, Cyril, ça n'a rien à voir avec Movember, mais vous avez aussi, il y a quelques jours, participé à la journée internationale des violences faites à l'encontre des femmes. Là aussi, c'est très important. C'est un sujet qui est nécessaire dans la société. Et c'était aussi important qu'un homme champion du monde de kickboxing prenne la parole à ce sujet. Bah, parfaitement. Vous savez, d'ailleurs, on est encore en pleine campagne hein, parce que la campagne finit le 16 décembre. Donc, la campagne, on va dire, de stop aux violences faites aux femmes. D'ailleurs, attendez, j'ai le bracelet qui est juste là, que j'ai retiré tout à l'heure. Un bracelet solidaire. Donc, si vous voulez soutenir une autre cause qui est celle de ces femmes qui souffrent au quotidien, la violence, on va dire, entre guillemets, pour moi, c'est pas de la violence, mais je pratique un sport de combat où on pratique, on est ben, même sexe contre même sexe, c'est dans un cadre sportif. Et pour moi, imaginer que des femmes reçoivent des coups par des hommes, ben, c'est quelque chose déjà que je n'imagine même pas. Et c'est quelque chose contre lequel eh ben, il faut lutter. Et on ne peut pas laisser faire ces violences, laisser faire cela. Donc je dis vraiment, enfin, je suis très heureux de soutenir cette cause qui, c'est vrai, par rapport à ma posture et de boxeur, bah, et je pense intéressante et j'espère bah, ne plus avoir à participer parce qu'il y aura plus de violence à l'encontre des femmes. Et l'agenda de Cyril Benzaken, on le suppose, ne se relâche jamais. L'actu, pour finir, Cyril, vous concernant, on rappelle votre rôle de porte-parole évidemment de Movember qui va encore durer quelques jours, mais au niveau des combats notamment, Cyril, c'est quoi l'actu des prochaines semaines? Alors d'autres combats exactement plus pragmatiques on va dire. Donc bah normalement j'ai mon prochain combat qui sera le 14 janvier à Dubaï. Donc où j'invite évidemment les personnes qui me suivent sur les réseaux enfin ou ceux qui ne me suivent pas à me suivre sur les réseaux pour suivre ce combat qui sera retransmis bien évidemment. Et dans les mois après janvier, courant 2023, une date arrivera à Paris, normalement, encore une fois, au Grand Palais éphémère, après notre première édition le 31 mai dernier. Et on rappelle évidemment que notre invité Cyril Benzaken était là pour nous parler de Movember. On rappelle Movember, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, la contraction de moustache et de November pour, lors du mois de novembre, parler absolument du cancer de la prostate chez l'homme, du cancer des testicules, évidemment également deux thèmes très importants que sont la dépression et le suicide. Cyril, un mot pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Ah bah écoutez, le mot de la fin, j'ai envie de dire que, vous savez, je suis sur un ring, les combats, je les connais, mais c'est dur d'ailleurs parfois sur le ring. En revanche, quand je suis sur un ring, je suis armé, c'est-à-dire que je suis entraîné, je suis préparé pour aller au combat, et en plus, mon adversaire ne peut être qu'en face de moi, il ne peut pas me taper dans le dos. Et la différence avec les combats que mènent ces hommes ou ces femmes, enfin en tout cas les différentes causes que je soutiens, c'est que ce sont des gens qui sont désarmés, qui n'ont pas été préparés à cela et qui se font attaquer de plein fouet par derrière.
le plus souvent. Et du coup, leur seul moyen de se retrouver armés, eh bien, c'est de les accompagner grâce à vos dons. Donc, ben, je vous remercie pour les dons et la générosité que vous pourrez avoir, parce que cette solidarité, eh bien, ça sera leur arme. Et peut-être que la différence, sans vous voler la vedette sur le mot de la fin, Cyril, c'est que vous, c'est un combat et un sport individuel, et là, c'est un combat Bravo. collectif. C'est pour ça, solidaire, exactement. C'est un combat collectif et solidaire parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à vaincre eh ben, ces différents maux et non pas seul. Et n'hésitez pas, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Movember, c'est très simple, Movember, et vous allez voir, tout est très bien fait sur le site. Il y a encore des événements organisés près de chez vous jusqu'à la fin du mois. Il y a encore la possibilité, bien évidemment, de faire un don. Il y a toujours, tout au long de l'année, la possibilité d'en parler autour de vous. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de ce mois de Movember. Avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir donné la parole et très belle soirée. C'était Cyril Benzaken, porte-parole et ambassadeur sportif pour parler de Movember. Autre invité dans cette émission spéciale ce soir, l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard qui va nous parler du cancer de la prostate et des testicules chez les hommes. Avec lui, nous allons évoquer ces sujets tabous. On réécoute cette interview de l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard. Bonsoir Pierre-Emmanuel Bricard. Bonsoir. Vous êtes porte-parole, je le disais, de Movember. Vous êtes également urologue. Alors juste pour un petit peu situer à nos téléspectateurs, même si a priori tout le monde sait en quoi consiste le métier d'urologue, mais est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Alors l'urologue, c'est un spécialiste en fait qui est un spécialiste qui va toucher tout ce qui est parties organes génitaux externes et internes chez l'homme et chez la femme, avec en l'occurrence les pathologies qui pour l'homme vont être les pathologies liées à l'appareil urinaire que sont la prostate, la vessie, les reins. Pour la femme, bien sûr, les mêmes organes en dehors de la prostate, puisque vous savez, c'est un organe qui est bien sûr propre à l'homme et qui s'occupe aussi des problèmes des organes génitaux chez la femme, en l'occurrence les problèmes de descente d'organes, de prolapsus, d'incontinence urinaire et toutes les pathologies donc liées à l'appareil urinaire. Alors ces pathologies peuvent être autant carcinologiques, c'est-à-dire liées à des pathologies cancéreuses, qu'à des pathologies non cancéreuses, ou être atteint de maladies métaboliques, comme certaines que connaissent beaucoup les auditeurs, qui peuvent être les calculs du rein pouvant provoquer les coliques néphrétiques. Et est-ce qu'on peut remettre un petit peu en tête de nos téléspectateurs les différents chiffres, même si nous, on l'a fait à l'occasion de Movember régulièrement dans l'émission, mais pour ceux qui ont manqué les émissions précédentes, Pierre-Emmanuel, est-ce qu'on peut rappeler les chiffres du cancer de la prostate en France et des testicules également? Bien sûr, alors le cancer de la prostate, il faut savoir que c'est le premier cancer chez l'homme au-delà de 50 ans. Il va y avoir à peu près, si on doit considérer en France le nombre d'hommes atteints du cancer de la prostate, à peu près 650 000 hommes qui vont être touchés par cette pathologie en France. Donc vous voyez une énorme population chez l'homme. On peut considérer à peu près que nous sommes autour de 60 000 nouveaux cas par an en termes de cancer de la prostate. Le cancer du testicule est une pathologie qui va toucher beaucoup moins d'hommes puisqu'elle va représenter 1-2% des cancers chez l'homme. Elle va surtout représenter le premier cancer chez l'homme jeune, c'est-à-dire un homme qui va être entre 15 et 30 ans. Et on va pouvoir à peu près considérer qu'en France, on a grosso modo entre 2500 et 3000 cas de cancer du testicule par an. Et c'est l'occasion, tout au long du mois de novembre, évidemment, de mettre en lumière, entre guillemets, ces différentes pathologies, de parler également, on y reviendra tout à l'heure dans cette émission avec notre autre invité, Noélie Michalet, de la dépression et du suicide. Quels sont les messages prioritaires à faire passer justement en ce mois de novembre si important, Pierre-Emmanuel, vous en tant que porte-parole, quel message passez-vous en priorité? Alors, bon, bien sûr, deux messages, puisqu'il y a le message pour le cancer de la prostate, puis le message après pour le cancer du testicule. Pour le cancer de la prostate, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage de masse organisé comme il y en a, par exemple, pour le cancer du côlon. Mais je tiens à repasser un petit peu et à replacer le cancer de la prostate dans le cadre de l'épidémiologie masculine et française.
Comme on l'a vu, c'est le premier cancer chez l'homme au-delà de 50 ans. Et ça n'est pas du tout un cancer, contrairement à ce que l'on dit, qui est un cancer qui ne tue pas, puisque malheureusement, aujourd'hui, le cancer de la prostate reste le troisième cancer en termes de décès par an chez les hommes. Le premier cancer en termes de décès est le poumon, qui est le troisième en termes de cancer, le deuxième étant le côlon, et le troisième est la prostate, qui entraîne tout de même plus de 8000 décès par an, pour vous donner une idée par rapport au cancer du côlon, qui va entraîner 9000, 9500 décès par an. Donc c'est bien sûr un cancer létal. Dans la mesure où c'est un cancer létal, il reste encore aujourd'hui découvert malheureusement à un stade métastatique chez à peu près 15 à 20% des hommes. Et le meilleur moyen de le traiter, en tout cas d'empêcher son évolution vers le stade métastatique et de guérir les patients, est bien sûr de leur proposer un dépistage à titre individuel à partir de l'âge de 50 ans. Pour les hommes n'ayant pas de facteur de risque, et à partir de l'âge de 45 ans pour les hommes ayant un facteur de risque. Ce dépistage à titre individuel n'est pas compliqué. Tout d'abord, il doit, exprimer les bénéfices risques du dépistage par rapport aux patients, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi on les dépiste et à quel moment on va les dépister, puisque l'âge de dépistage est entre 50 et 70 ans. Si cet âge de dépistage est entre 50 et 70 ans, c'est qu'on sait que cette pathologie va devenir létale lorsqu'elle va avoir une évolution à long terme, autour de 10 ans d'évolution par rapport à son diagnostic initial localisé. Et donc, vous allez tout à fait bien comprendre que pour un homme entre 50 et 70 ans, il va y avoir pour lui une espérance de vie au-delà de 10 ans, et que cette espérance de vie au-delà de 10 ans va impliquer le fait de le dépister pour empêcher l'évolution létale, en fait, de cette pathologie. Le dépistage est quelque chose d'assez simple puisqu'il passe en fait au travers d'un examen biologique au départ qui est le dosage du PSA. Le PSA, comme ses initiales l'indiquent, sont prostatiques spécifiques antigènes et c'est un antigène qui est sécrété par la prostate chez les hommes et qui va, lorsqu'il va être au-dessus de la normale, engager un certain nombre d'examens complémentaires. Dès que le PSA est au-dessus de la normale, il implique un examen clinique qui est assez simple, qui est le toucher rectal. Alors le toucher rectal, c'est un examen qui n'est pas très agréable, mais qui n'est pas un examen compliqué, qui peut être fait par le médecin généraliste ou par un urologue, et qui consiste à palper la glande de manière à voir si cette glande a une anormalité, une induration ou quelque chose qui paraît suspect. Dans la mesure où elle paraît suspect, des examens complémentaires aujourd'hui performants nous permettent de voir si en effet il existe ou pas une tumeur au niveau prostatique. Et en l'occurrence, l'IRM de la prostate s'inscrit dans un excellent examen, comme un excellent examen pour dépister une zone suspecte au niveau de la prostate. Ça, c'est pour parler du dépistage au niveau du cancer de la prostate. Au niveau du testicule, c'est quelque chose de tout à fait différent. Là aussi, il n'y a pas de dépistage parce que, comme on l'a dit en préambule, il s'agit d'une tumeur qui va toucher 1 à 2% des hommes, plutôt les hommes jeunes, et qu'il n'y a plus, si vous voulez, de dépistage par rapport à cela. Moi, j'ai connu ça jeune, où il y avait en fait la médecine scolaire, avec dans certains établissements, on passait avec des infirmières ou des médecins qui faisaient des palpations testiculaires chez les jeunes hommes. Et c'est ce qui est indiqué aujourd'hui pour les jeunes hommes, de proposer, en tout cas de les éduquer dans la forme d'une autopalpation à partir de l'âge de 14 ans, pour essayer de voir si une anomalie est présente au niveau de leur palpation testiculaire. D'une manière assez simple, une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, on peut faire une autopalpation au niveau de nos testicules et remarquer s'il existe une modification de ce testicule à la palpation. Dans ce cas, si une modification existe, ne pas hésiter à consulter rapidement son médecin de manière à voir s'il est nécessaire d'aller dans le sens d'un dépistage ou d'aller plus loin par rapport à l'existence de cette modification testiculaire. Donc ça, c'est l'autopalpation, on va y revenir dans un instant. Est-ce qu'il y a des signes, que ce soit pour la prostate ou pour les testicules, vous parliez de l'autopalpation et éventuellement du constat chez l'homme d'un testicule qui aurait subi des modifications. Docteur, quels sont les signes qui peuvent ou qui doivent alerter les hommes dans les deux cas, que ce soit la prostate ou les testicules ? Alors, les testicules, d'une manière simple, il ne va pas y avoir forcément de symptômes en dehors de la modification anatomique à la palpation du testicule. Et c'est pour ça que tout homme se connaît bien et qu'à partir du moment où il fait une autopalpation et qu'il voit que les choses sont un peu différentes, il vient consulter. Je dirais que pour la prostate, c'est tout à fait différent parce que le plus souvent, le dépistage de la tumeur prostatique est asymptomatique.
C'est-à-dire que les hommes ne vont pas se plaindre de grand-chose. Donc je dirais que déjà, les hommes qui doivent non pas s'inquiéter, mais se préoccuper d'une consultation un peu avancée vont être les hommes qui peuvent avoir des facteurs de risque. En l'occurrence, l'existence d'un cancer de la prostate dans la famille, chez les hommes de première lignée, en l'occurrence père, frère ou oncle, l'existence aussi certains facteurs de risque qui peuvent être les facteurs de risque liés aux origines. En l'occurrence, on sait aujourd'hui que les origines antillaises peuvent provoquer plus de risques de cancer de la prostate, donc consulter plus facilement pour ces patients-là. Je dirais qu'après, les autres signes peuvent être des signes liés à la glande. Il faut savoir que cette glande prostatique est une glande qui est à la sortie de la vessie. Et qu'à partir du moment où elle se modifie, elle grossit, elle peut comprimer le conduit urinaire qui permet de sortir des urines de la vessie vers l'extérieur et qui, avant de passer par la verge, que l'on voit très bien, va passer en fait par la prostate. Cette prostate, donc, si elle comprime ce conduit, peut entraîner une compression du conduit urinaire, une difficulté de la sortie des urines par la vessie, et ça va se marquer comment? Par un homme qui va ressentir une diminution de son jet urinaire par rapport à ce qu'il ressentait auparavant. Si son jet urinaire diminue, il vide moins bien sa vessie. S'il vide moins bien sa vessie, il va aller uriner plus souvent, le jour comme la nuit, il peut aussi avoir des envies urgentes d'aller uriner liées au fait que sa vessie se vide mal. Je dirais qu'après, il y a des signes beaucoup plus avancés qui peuvent être le fait dans les cancers avancés d'avoir un saignement au niveau des urines ou une modification des couleurs des urines qui implique bien sûr le fait d'aller consulter. On va revenir juste en détail sur l'autopalpation. Vous en parliez il y a un instant. Pierre-Emmanuel Bricart, on le rappelle, qui est notre invité urologue et porte-parole de Movember. Ça, on commence à quel âge et à quelle fréquence, docteur? Alors pour le dépistage du cancer de la prostate, il faut proposer chez les hommes à partir de l'âge de 50 ans et jusqu'à l'âge de 70 ans. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire que en gros, on va proposer un dépistage chez un homme qui a une espérance de vie de plus de 10 ans de manière à empêcher l'évolution de cette tumeur au travers du temps et surtout que cette tumeur n'aille pas enrayer l'espérance de vie de ce patient. La deuxième chose, c'est de proposer bien sûr ce dépistage chez les hommes qui ont des facteurs de risque. Les hommes qui ont des facteurs de risque sont les hommes, comme on l'a dit, qui dans la famille en première lignée ont eu un cancer de la prostate chez le père, le frère ou l'oncle. Les hommes d'origine antillaise ou les hommes d'origine noire aussi, qui ont aussi un risque plus important. Et dans le cadre de ces patients-là, il faudra proposer chez eux un examen clinique et un dosage du PSA dès l'âge de 45 ans. Donc 45 ans. On rappelle également qu'à partir de 50 ans, il faut ne pas hésiter à aller se faire dépister. Et puis l'autopalpation, donc très importante, ce sont les messages passés par notre invité Pierre-Emmanuel Bricart qui est avec nous ce soir dans Actu. Nous, on est en région Nouvelle-Aquitaine. Docteur, on a vu récemment la légende du rugby français et néo-aquitaine Philippe Sella parler de son cancer. On suppose que ça doit vous aider et que c'est très important aussi d'avoir des personnalités publiques comme ça qui sont capables de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Il faut que ce genre de personnes prennent la parole pour vous aider, pour lever les tabous. Oui, tout à fait. Vous le savez, en fait, je suis un homme comme vous, on est des hommes et on n'a pas du tout eu la même habitude que les femmes de consulter très tôt dans notre vie. On a une vie génitale qui commence, on n'a pas besoin d'avoir de moyens de contraception, on n'a pas des règles qui peuvent être douloureuses et qui viennent nous embêter régulièrement et par conséquent, en gros, que lorsqu'on est un homme, on va venir consulter à partir du moment où on a un problème, mais on n'a pas tellement la culture d'aller consulter en amont. Pour nous, en effet, ces porte-paroles et ces gens, c'est quelque chose de très important. Très important pourquoi? Parce que les gens se disent, tiens, ça peut arriver à tout le monde, et si ça arrive à quelqu'un comme justement un grand international de rugby, qui est costaud, qui est sportif, qui fait attention à lui-même, qui a une bonne hygiène de vie, eh bien, ils se disent, ça peut tout à fait arriver à moi-même. Et donc,
ces porte-paroles nous permettent un petit peu de démystifier les choses et de faciliter pour les gens le fait de se dire je vais accéder, je vais aller vers quelque chose parce que je suis pas plus à l'abri de quelqu'un qui me paraît robuste et fort. Donc c'est toujours intéressant pour nous, les gens qui ont été atteints de cette pathologie, qu'ils puissent communiquer parce que ça permet d'ouvrir des portes, de casser des tabous et je dirais de donner un peu plus de facilité aux gens d'aller consulter lorsqu'ils sont chez eux enfermés et qu'ils n'osent pas aller consulter. Et puis je vous dis, ça permet aussi, et je crois que ça c'est très important, et c'est très important que vous donniez la parole aux hommes dans le cadre justement de la prise en charge de ces pathologies, c'est de dire, ben voilà, l'homme va, en tout cas à partir de l'âge de 45-50 ans, devoir venir consulter à part entière comme les femmes consultent déjà depuis des années un gynécologue, eh bien les hommes devraient consulter un urologue pour une surveillance générale de toute pathologie de l'appareil urinaire qui peuvent tout à fait apparaître à partir de cet âge. Et c'était très important de le rappeler dans cette émission. On remercie chaleureusement le docteur l'urologue Pierre-Emmanuel Bricard d'avoir pris un petit peu de temps parce qu'on le sait, vous n'en avez pas forcément. Et on vous remercie chaleureusement d'être intervenu ce soir dans Actu. Dites-moi juste, docteur, quand on est porte-parole, on n'est pas obligé de porter la moustache? On n'est pas obligé de porter la moustache, non, non. Et puis il est vrai que lorsque, en fait, on travaille beaucoup avec nos masques toute la journée, que ce soit en consultation ou au bloc opératoire, puisqu'on a des masques, je vous avoue que pour avoir porté la moustache l'année dernière pour mon November, ça gratte un petit peu à toute la journée avec le masque. Et c'est vrai que on privilégie un petit peu son confort. Et en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Bricard. Merci à vous en tout cas. Dernière invitée ce soir dans Actu, Noélie Michalet. Le 18 janvier dernier, son mari Jordan Michalet, rugbyman professionnel à ce moment-là à Rouen en Normandie, se donnait la mort. Noélie Michalet qui se lève désormais chaque matin avec comme principal objectif de lever les tabous concernant la dépression et le suicide chez les sportifs, mais chez les hommes en général. Noélie Michalet qui était notre invitée récemment dans Actu. On réécoute ce témoignage. Bonsoir Noélie. Bonsoir. On va rappeler l'histoire de Noélie. Noélie, vous étiez mariée avec un joueur de rugby, joueur du Rouen Normandie rugby qui s'appelait Jordan Michalet et qui malheureusement s'est suicidé en janvier 2022 alors que tout semblait aller pour le mieux. Noélie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cette histoire, même si je l'ai fait moi avec mes mots, si je dis que personne n'a vu venir cet événement, est-ce que je me trompe avec le recul ou est-ce que j'ai bon? Non, non, effectivement, vous avez totalement raison. Jordan était très bien. Il traversait juste une petite phase de fatigue physique et morale, pardon. Mais il avait une carrière de rugby très bien. Il venait de re-signer pour 3 ans dans le club de Rouen Normandie. On s'était mariés il y a 3 ans. On venait d'apprendre la nouvelle que j'étais enceinte. Son rêve depuis des années, c'était de devenir père. Donc voilà, tout était au vert, tout allait parfaitement dans tous les domaines. Il traversait juste une petite phase de fatigue physique et morale et puis, comme tous les sportifs de haut niveau, une grande pression, mais vraiment aucun signe alarmant et aucun signe qui pouvait permettre malheureusement de prévoir ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que c'est très important d'en parler, que ce soit en ce mois de novembre, c'est l'occasion, mais également tous les mois de l'année. Et d'avoir Noélie avec nous, c'est vraiment très important dans cette émission de Nactu, parce que Noélie, quand on pense rugbyman, d'autant plus rugbyman professionnel, en plus Jordan Michalet, on va pouvoir voir les images grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault, mais c'est ce qu'on appelle un beau gosse. Jordan, c'est quelqu'un qui avait vraiment tout pour avoir une vie satisfaisante, un joueur de bon niveau avec ce club de Rouen, même si la période était un petit peu délicate sur le plan sportif. C'est compliqué. Déjà que c'est un sujet tabou dans la vie de tous les jours pour les hommes, encore plus Noélie, on le suppose, dans le milieu du sport et dans le milieu du rugby où on est censé être viril, on est censé être intouchable, on est censé être des rocs.
Oui, effectivement, déjà, tout ce qui est, santé mentale chez les hommes en général, c'est quand même plus compliqué que chez une femme, mais d'autant plus, dans le milieu sportif et notamment dans le rugby où, les joueurs ne se permettent pas du tout, d'être faibles, d'être fatigués. Quand ils ont des blessures, bah, ils continuent de jouer. Quand ils se prennent des gros chocs à la tête, ils continuent, de jouer, et ils ne sortent pas du terrain. Ils ne s'autorisent pas du tout à se plaindre. Pour eux, être fatigués, être plus faibles, c'est une honte et le fait de jouer aussi, collectif, ils ne se permettent pas du tout, d'abandonner, l'équipe, pour un match ou pour un entraînement. Donc malgré leur haute fatigue, leurs blessures et cetera, ils s'autorisent jamais à aller moins bien, parce que, bah, ils ont la loyauté, ce qui est, beau à la base, de leurs coéquipiers. Mais du coup, quand ils vont mal, ils s'autorisent pas du tout, à faire de pause et notamment dans le sport de haut niveau, hein. Moi, je connais particulièrement le rugby, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Ça va très vite, hein. Il suffit qu'une fois on soit fatigué ou qu'on ait une blessure, eh bien, on peut vite perdre sa place et malheureusement, une carrière peut se jouer sur 1 ou 2 matchs manqués. Donc, il y a aussi la pression de s'absenter et de perdre sa place de sportif de haut niveau et ça peut aller très vite dans une carrière de rugbyman. Ouais, on n'a pas le droit d'être faible et surtout, déjà, les hommes, on a tendance à moins évoquer les sujets intimes entre nous. Alors, évidemment, chez des sportifs où il peut y avoir en plus dans un vestiaire de la concurrence, c'est compliqué. À cet effet, Noélie, on voit de plus en plus de clubs professionnels qui font appel dans leur staff à des préparateurs mentaux ou à des psys. D'ailleurs, pour prendre un exemple très proche de chez nous, à La Rochelle, ça a été le cas cette saison. Forcément, de votre avis à vous, c'est nécessaire et c'est une bonne évolution. Ah bah, pour ma part, c'est, essentiel. En fait, un rugbyman qui n'est pas bien dans sa tête, il va être forcément, moins bon sur le terrain et malheureusement, les clubs, engagent des professionnels de santé de plus en plus, mais c'est des professionnels qui vont quand même être beaucoup dans, l'acquisition des performances et le développement des compétences techniques du sport. Donc c'est très bien, mais il faut vraiment, plus, prendre des personnes qui vont, faire attention justement à la santé mentale, à la fatigue mentale et pour moi, tous les clubs, de haut niveau et même, on voit aussi, des clubs de fédéral 1, fédéral 2 où, les joueurs, sont pas bien et pourtant c'est pas des clubs de Pro D2 ou de Top 14, mais un joueur de rugby prend tellement, à cœur, son sport qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des intervenants bon, bien sûr, plus en Pro D2, en Top 14, mais vraiment des intervenants qui seraient là à leur écoute et à qui pourrait confier tout à 100%, quelqu'un d'externe et qui va pas juger les compétences rugbystiques, mais qui va vraiment être là pour soutenir et épauler les. Est-ce qu'il faudrait aussi, on a vu Mathieu Bastaro en parler dans une autobiographie et sur les plateaux, je prends l'exemple de Mathieu Bastaro parce qu'il était, enfin il est toujours rugbyman comme Jordan. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de stars du sport à prendre la parole sur ce sujet pour lever encore plus les tabous et faire prendre conscience aux gens de ce sujet, Noélie? Bah, effectivement, le fait que ce soit des stars qui parleraient de ça, ça aurait vraiment un impact très fort et justement, ça enlèverait, tous les tabous, qu'on peut avoir où, les gens ont tendance à se dire, «Ah bah, les rugbyman, ils vivent de leur passion, c'est extraordinaire, ils sont très chanceux, tout est génial, ils ont pas le droit de se plaindre» et justement, le fait que des stars, connues, dans la France et dans le monde entier, puissent parler des difficultés, de la pression, de la fatigue physique, mentale, de la concurrence qui est très rude, qu'une carrière
du jour au lendemain. Ce serait vraiment essentiel pour que, tout le monde comprenne que, bien sûr, c'est très beau, de vivre de sa passion du rugby, mais que derrière tout ça, il y a une forte pression et c'est très fatigant moralement et physiquement. Mais malheureusement, il y a pas beaucoup de stars, qui prennent la parole et ce serait vraiment, super si, des personnes, pouvaient le faire, de plus en plus. Et vous êtes là aussi, Noélie, pour partager votre expérience et on vous remercie bien évidemment d'avoir accepté l'invitation de Nactu. Noélie, quel serait votre conseil pour les femmes, pour les proches, pour la famille des joueurs pour déceler certains signes avant-coureurs? Parce que dans le cas de votre mari, Jordan, c'était compliqué. C'était quelqu'un de la vie générale qui avait toujours le sourire, qui était quelqu'un de solaire, quelqu'un de lumineux. Est-ce que vous auriez malgré tout quelques conseils à donner aux proches des joueurs de rugby, de foot, de tennis, de n'importe quelle discipline, et puis des amateurs aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Malheureusement, c'est très dur parce que, c'est vrai que dans ce milieu, on a beau, répéter, alors dans mon cas, c'était mon mari, mais on a beau leur répéter, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont des blessures, qu'il faudrait qu'ils prennent une pause, malheureusement, ils s'y autorisent, pas du tout, pas du tout. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est que, alors moi, dans mon cas, il y a pas eu de signes et j'aurais malheureusement pas pu déceler, quelque chose, hein, que ce soit moi, ses parents, ses amis proches, personne n'a rien vu. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est, si on voit un proche, qui est, vraiment très, 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 très fatigué, qui a eu beaucoup de blessures, qui a eu beaucoup de chocs à la tête, parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement, les chocs à la tête, ça peut engendrer aussi, beaucoup de difficultés, morales. Il faut absolument essayer, de parler le plus possible, d'essayer que le joueur, se confie et s'il n'a pas envie, de se confier à des proches, ce que je peux comprendre qui est des fois compliqué parce qu'ils ont pas envie de faire de la peine, ils ont pas envie d'angoisser les proches et ils ont du mal à se confier. C'est vraiment de leur conseiller d'aller voir, un psychologue, un professionnel de santé, qui est spécialisé dans la santé mentale et surtout de leur dire que c'est pas du tout une honte, d'aller voir un spécialiste. Au contraire, parce que malheureusement dans notre société, surtout, avec les hommes, ils ont l'impression que d'aller voir un spécialiste, de la santé, mentale, c'est une honte, que c'est une forme de faiblesse, que ça sert à rien. Mais non, effectivement, le mieux, c'est vraiment d'aller, voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et que ce n'est pas du tout une honte. C'est important de le rappeler, effectivement, tout le monde a des failles, que l'on soit un homme, une femme, un sportif ou un sportif professionnel ou amateur et c'est, important effectivement d'aller, consulter, quand on sent un problème. Comment on peut, vous aider, Noélie, aujourd'hui pour nos téléspectateurs qui seraient, touchés par le témoignage ou qui seraient, d'ailleurs, tout simplement concernés par le sujet? On sait, vous l'avez déclaré récemment, que c'est devenu votre combat, quotidien, pour, vous donner une raison de vous lever le matin. Comment on peut vous aider, Noélie, aujourd'hui? Déjà tout simplement en soutenant, les gens qu'on aime, parce que des fois, voilà, la vie fait qu'on se consacre, pas trop aux autres, entre le travail, les enfants, les tâches de la maison et cetera. On a tendance, des fois peut-être, à oublier la personne avec qui on vit ou ses proches tout simplement. Donc déjà, voilà, n'oubliez surtout pas les gens que vous aimez, parce que, c'est essentiel de se consacrer, à ceux qu'on aime et de pas oublier qu'ils peuvent avoir, des problèmes ou des difficultés. Et puis, la seconde chose, c'est vrai que Movember, c'est quand même, un billet, très fort et c'est une association qui est très reconnue, dans la France et dans le monde entier. Donc, toutes les personnes, qui veulent, aller, consulter, toutes les actions de Movember et qui veulent participer justement à cette association, ce serait super, parce que c'est une association, qui justement, est là pour, la santé des hommes. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai aussi, choisi d'être, leur porte-parole
parce que justement avec cette association, ça met en valeur et tout ce qui est la santé des hommes et qui est des fois oublié. Donc voilà, si les gens peuvent aller voir toutes les actions que cette association fait, ce serait super. C'est très simple d'accès. En plus, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Movember, vous allez voir, tout est très ludique, tout est très bien fait. En 2 secondes, vous pouvez organiser un événement, vous pouvez faire un don, vous pouvez en parler autour de vous, vous vous laissez pousser un petit peu la moustache, mais il n'y a pas que l'effet de mode hein, au mois de novembre, si on se laisse pousser la moustache, c'est aussi pour mettre la lumière sur Movember et sur ce mois qui est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, le cancer des testicules et la dépression et le suicide chez les hommes. Et puis là, on vient d'évoquer les sportifs avec Noélie, mais on le sait, on est dans un climat de plus en plus anxiogène avec les différentes crises, avec l'augmentation des prix, avec la guerre en Ukraine. Donc la dépression, ça peut toucher tout le monde à tout moment. Donc c'est très, très important d'en parler et on le fera le plus possible, nous, dans cette émission de Nactu. Et on remercie chaleureusement Noélie d'avoir été notre invitée aujourd'hui et d'avoir évoqué ce sujet. Merci beaucoup, Noélie. Merci, merci à vous. C'était Noélie Michalet qui était dans Nactu récemment pour parler notamment de la dépression et du suicide chez les hommes et évoquer son témoignage, elle qui a perdu son mari, ancien rugbyman professionnel, Jordan Michalet, qui s'est suicidé en janvier dernier. La dernière intervention ce soir dans ce Nactu consacré à Movember, c'est celle du député du Lot-et-Garonne, Michel Lozana, qui est intervenu le mercredi 23 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Il a interpellé le ministre de la Santé, François Braun, au sujet de Movember. On écoute cet échange du côté du Palais Bourbon. La parole est à monsieur Michel Lozana pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, papa, pourquoi tu te laisses pousser la moustache ? Voici la question d'un jeune citoyen à son papa Charles lors d'une rencontre dans ma circonscription de Lot-et-Garonne. Depuis le mois de novembre, Charles, mais également des dizaines de milliers de Français, se laissent pousser la moustache dans le cadre du mouvement Movember, qui prend de l'ampleur en particulier dans le milieu du rugby. Ce mois est dédié à la sensibilisation de l'opinion publique au cancer masculin et ainsi briser les tabous encore trop nombreux chez les hommes. Un peu de silence, s'il En vous plaît. France, 2 hommes meurent chaque jour d'un cancer masculin. Alors qu'ils représentent 52% des cancers diagnostiqués, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à participer aux campagnes de dépistage. Les raisons en sont simples, multiples. La peur d'être atteint dans sa virilité, la réticence aux examens ou encore le sentiment de gêne, voire de honte. Monsieur le ministre, je salue votre engagement en faveur de la prévention, en particulier dans le PLFSS pour 2023, ainsi que la place importante de celle-ci dans la stratégie décennale. Je salue également la mobilisation exemplaire des associations et bénévoles engagés sur l'ensemble du territoire à travers des manifestations locales et des campagnes de prévention pour informer les hommes sur le dépistage. Cependant, les tabous ne sont pas encore brisés dans l'opinion publique. Nous devons poursuivre et intensifier nos actions car diagnostiqués tôt, les cancers masculins se soignent dans la très grande majorité des cas. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer votre stratégie pour poursuivre le travail de sensibilisation afin de mettre un terme au tabou des hommes face au cancer masculin? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lozana, je vous remercie de votre question qui me permet d'aborder un sujet qui, vous le savez, m'est particulièrement cher, qui est celui de la prévention. La prévention reste quand même le meilleur moyen d'améliorer la santé de nos concitoyens et c'est en plus un excellent moyen pour faire des économies de la santé puisqu'on peut considérer qu'1 euro mis aujourd'hui dans la prévention, ce sera 2 euros économisés demain. 40% des cancers que nous diagnostiquons chaque année sont liés à notre mode de vie. Ils sont donc évitables. C'est un enjeu majeur pour notre société aujourd'hui et demain. Alors, je salue moi aussi le
le mouvement Movember sur le dépistage du cancer de la prostate. Je tiens aussi à saluer et à rappeler à cette Assemblée que le mois de novembre est également le mois sans tabac et qu'il conviendrait là aussi de faire un effort sur ce facteur de risque qui entraîne des cancers multiples et pas que le cancer du poumon. Alors la prévention des cancers masculins, vous avez raison, elle est insuffisamment développée. Pourtant, les outils existent. Dépistage à partir de 50 ans du cancer colorectal, 55 ans du cancer de la prostate. Et concernant le cancer colorectal, par exemple, il n'y a qu'un tiers de la population cible qui est aujourd'hui concernée. Alors, le gouvernement avance pour faire de notre société une société de prévention. Les rendez-vous prévention aux âges clés de la vie en sont une part importante et s'intéressent bien entendu à l'ensemble des cancers, les cancers masculins en grande partie également. Concernant ces rendez-vous de prévention, 2 enjeux majeurs, aller chercher les personnes les plus loin du soin et proposer également des parcours de prévention. Nous aurons l'occasion d'en parler. La prévention, c'est prendre soin de soi. Pour autant, nous sommes tous concernés pour les uns et les autres. Et je suis confiant, nous allons réussir à transformer notre société vers une société de prévention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. C'était l'intervention de François Braun, le ministre de la Santé, qui répondait à une question du député du Lot-et-Garonne, Michel Lozana, à propos de Movember. Je vous rappelle que s'il est trop tard désormais pour vous laisser pousser la moustache, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur le site de Movember pour faire un don. Je vous donne quelques chiffres. En 2021, la communauté Movember s'est battue pour la santé dans 20 pays à travers le monde, avec au total 347 429 participants qui se sont laissés pousser la moustache. Au total, il y a eu 77,7 millions d'euros de dons. Les chiffres concernant la santé maintenant, 50 000 nouveaux cas de cancer de la prostate détectés. C'est la 3e cause de mortalité des hommes en France par cancer. 79% des décès concernent des hommes de 75 ans et plus. Le cancer des testicules est le plus fréquemment dépisté chez les hommes jeunes de 15 à 35 ans et puis 75% des décès par suicide concernent les hommes. À l'échelle mondiale, ce chiffre représente près de 510 000 individus chaque année selon l'Organisation mondiale de la médecine, selon l'OMS. L'actus est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation. Une émission disponible en replay, bien évidemment, sur la page YouTube de NATV comme à chaque fois. Demain, on se retrouve à 19h dans Actu pour évoquer cette fois les questions de vos députés du côté de l'Assemblée nationale. Ce sont les traditionnelles questions au gouvernement qui ont lieu tous les mardis chaque année, évidemment, du côté du Palais Bourbon. Dans un instant, place au Nasport Show pour les amateurs de sport néo-aquitains. Très bonne soirée à tous à l'écoute de NATV.